Il a divorcé de moi quand j'avais 55 ans et a emménagé dans notre maison avec sa nouvelle épouse. Il m'a dit que j'étais trop vieille, trop ennuyeuse, qu'après 27 ans de mariage, il avait envie de quelqu'un de plus dynamique. Puis, il m'a tendu les papiers du divorce, a épousé sa maîtresse et s'est installé avec elle dans la maison que je payais. Il pensait que je partirais en silence, que je disparaîtrais simplement dans l'ombre. Mais ils ont oublié une chose. Cette maison n'a jamais été seulement à lui. Et j'avais encore en main un document de propriété. J'avais 55 ans quand Marc m'a dit qu'il voulait divorcer. Nous étions assis à la même table de cuisine où je lui préparais autrefois ses déjeuners, faisais nos comptes et aidais Damien à faire ses devoirs. Il n'a même pas pu me regarder dans les yeux. Il fixait simplement la vapeur qui s'élevait de son café et a dit « Sophie, je crois qu'on a évolué différemment. » Évolué différemment? Comme si j'étais un vieux manteau qu'il ne voulait plus porter. Nous étions mariés depuis 27 ans. J'ai refusé une promotion à la banque quand Damien était né parce que Marc avait un emploi au planning instable et il fallait que quelqu'un reste à la maison. J'ai tenu le foyer. J'ai cuisiné, nettoyé, géré nos finances. J'ai soigné sa mère malade pendant près de 2 ans, sans jamais me plaindre. Je ne demandais pas grand-chose. Juste un peu de respect, un peu de fidélité. À la place, j'ai reçu les papiers du divorce un mardi et le silence un mercredi. À la fin du mois, il est parti. Il disait qu'il avait besoin d'espace. Plus tard, j'ai appris qu'il n'était pas allé vivre dans un appartement ou à l'hôtel. Il avait emménagé chez elle, chez Brigitte, la femme qu'il m'avait présentée 2 ans plus tôt comme une collègue du service comptabilité. Elle avait 34 ans, à peine plus que notre fils. Marc ne s'était même pas donné la peine de le cacher. Quelques semaines plus tard, il postait déjà des photos de vacances, souriant sur une plage, buvant du vin dans le Bordelais. Et moi, je restais seule dans cette maison que j'avais construite de mes mains, entourée de meubles que j'avais choisis, à fixer des chaises vides. Damien essayait de rester neutre. Il avait 25 ans, adulte, mais toujours pris entre nous deux. « Je ne veux pas choisir de camp », m'a-t-il dit. Je lui ai répondu « Tu n'as pas besoin. Je sais déjà qui est tout. » Puis un matin, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas de Marc, mais de Brigitte. Imprimée sur un papier rose, comme une invitation à une fête d'enfants. Je lis « Chère Sophie, merci de convenir d'un moment pour récupérer vos affaires restantes. Marc et moi nous installons et nous aimerions commencer ce nouveau chapitre sans encombre. Mieux vaut prévenir que guérir. Avec respect, Brigitte Lefebvre. » Brigitte Lefebvre. Elle avait pris mon nom, emménagé dans ma maison, et avait le culot de me traiter d'obstacle. Je me suis de nouveau assise à cette même table et j'ai longuement regardé la lettre. Mon thé avait refroidi, mais je ne l'avais même pas remarqué. Mes mains tremblaient. Pas de tristesse, de rage. Cette maison était à moi. Nous l'avions achetée ensemble, mais c'est moi qui l'avais trouvée. C'est moi qui avais versé l'apport initial en travaillant en double poste à la banque. Mon nom figurait encore sur le contrat de prêt immobilier. Marc ne l'avait jamais fait changer. Il disait que c'était trop compliqué. Eh bien, maintenant, cette complication allait devenir son problème. J'ai pris mon téléphone et appelé mon amie de longue date, Monique, une avocate que je connaissais depuis 20 ans et qui me connaissait mieux que quiconque. Quand je lui ai expliqué la situation, elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a demandé « Ton nom figure toujours sur l'acte de propriété ?» « Oui, » ai-je répondu. « Il ne l'a jamais modifié. »« Et il ne t'a pas racheté ta part ?»« Non. »« Sophie, » a-t-elle dit lentement, « légalement, tu es encore copropriétaire de cette maison.
J'ai sursauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as rien à demander. Tu peux engager une procédure de vente forcée ou les contraindre à te verser une compensation. Je n'ai rien dit tout de suite. Puis j'ai demandé « Ils devront partir ?» « S'ils ne peuvent pas te racheter ta part, » m'a répondu Monique. « Alors oui, ils devront partir. » J'ai regardé par la fenêtre les rosiers que j'avais plantés le printemps dernier. Ils refleurissaient, comme si rien ne s'était passé. J'ai dit « Fais-le ». Marc m'a appelé 2 jours plus tard, gonflé de fierté et de fausses sollicitudes. « Sophie, tu as vraiment engagé une avocate? » « Oui. »« Pourquoi? Pourquoi compliquer les choses? »« C'est toi qui les as compliquées, » ai-je répondu. « Je ne fais que te rendre l'appareil. » Il a tenté de me faire culpabiliser, comme toujours. Il a dit que j'étais amère, que je devais tourner la page, que Brigitte se sentait mal à l'aise à cause de moi. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement dit « Alors peut-être qu'elle ne devrait pas vivre dans une maison où mon nom figure encore sur les papiers. » Il a raccroché. Mais ce n'était pas fini. Brigitte m'a écrit de nouveau, cette fois sur un ton accusateur. Elle disait que je me ridiculisais et que je devrais laisser les jeunes vivre leur bonheur, que Marc méritait une nouvelle vie et que je m'accrochais à un mariage qui était mort depuis longtemps. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement rappelé Monique et lui ai dit « Ajoutons un peu d'essence ». Nous avons déposé une requête officielle au tribunal. Le dossier était clair, solide, irréprochable. Je ne faisais pas de bruit. J'agissais. Marc ne s'y attendait pas. Et Brigitte non plus. Monique m'a conseillé de rester silencieuse, de laisser la justice parler pour moi. Un jour, je me suis rendue à la maison qui avait été la mienne, et j'ai vu la BMW blanche de Brigitte garée à ma place. J'ai dû respirer profondément. Je n'étais pas venue faire une scène. J'étais venue récupérer mes affaires, comme elle l'avait demandé dans sa charmante lettre rose. Sauf que je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé. Celle que Marc avait oubliée, car il n'avait même pas pris la peine de changer les serrures. J'ai ouvert la porte et suis entrée dans mon ancien salon. Le canapé était le même, mais tout le reste semblait étranger. Les murs étaient désormais peints dans un beige pâle, comme dans un couloir d'hôtel bon marché. Mes photos de famille avaient disparu. À la place, des cadres avec des citations du genre « énergie positive seulement » et « l'amour triomphe toujours ». Comme si Instagram avait recouvert mes souvenirs de sa vitrine artificielle. Je suis entrée dans la cuisine. Elle avait tout déplacé. Mon étagère à épices avait disparu. Le pot dans lequel je gardais mes sachets de thé était maintenant rempli de bonbons bio. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une flamme qui montait de l'intérieur. Brigitte est descendue, vêtue d'un des vieux t-shirts de Marc. Elle s'est figée en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé. « Je suis venue récupérer mes affaires, » ai-je dit, en montrant la lettre imprimée. « Tu devais convenir d'un horaire, » a-t-elle rétorqué sèchement. « Nous avons des règles, des limites. » Je suis passée devant elle, calme et lentement. « Ma chère, tant que mon nom figure sur cette maison, j'entrerai et sortirai quand bon me semblera. » Elle a rougi. « Marc va la prendre. »« Parfait, » ai-je dit. C'est lui qui aurait dû m'accueillir. J'ai récupéré mes affaires en silence. Quelques cartons, des livres, le collier de ma mère. Je n'avais pas besoin de grand-chose. J'avais déjà décidé que je ne vivrais plus jamais dans cette maison. Pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas leur donner la satisfaction de croire qu'ils m'avaient effacée. Brigitte me suivait comme une ombre, les bras croisés et les yeux levés au ciel. Elle a murmuré
Pathétique. Je me suis arrêtée net. Pardon? Elle s'est redressée, comme prête à se battre. Tu n'as pas su garder ton mari, et maintenant tu te comportes comme une gamine. Tu es juste jalouse qu'il ait choisi quelqu'un de mieux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement dit « mieux » ne dure jamais longtemps. Et je ne joue pas. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Et je suis partie. Ce soir-là, Monique m'a appelé pour me dire que les documents avaient été validés. Le tribunal avait accepté la demande de partage de propriété. Marc et Brigitte recevraient la notification officielle le lendemain matin. « Tu veux leur remettre les papiers toi-même » m'a-t-elle demandé. « Non » ai-je répondu. « Que ce soit le système qui le fasse. » Le lendemain, Marc m'a appelé 4 fois. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un seul message vocal. « Sophie, qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie. Tu veux vraiment nous forcer à vendre la maison? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce qu'il avait soi-disant fait pour moi? » J'ai éclaté de rire. Ce qu'il avait fait, c'est moi qui avais refusé des promotions, tenu bon dans les moments difficiles, préparé chaque repas, payé la moitié des factures. Ce n'est pas moi qui suis partie, c'est lui. Le jour suivant, il a de nouveau essayé de m'appeler. J'ai ignoré. Le 3e jour, j'ai fini par répondre. « Sophie, il faut qu'on parle. » « Parle. Pourquoi tu fais tout ça? Tu veux dire, pourquoi je demande la vente d'une maison dont je suis encore légalement copropriétaire? Tu sais très bien qu'on ne peut pas te racheter ta part en ce moment. Alors il aurait peut-être fallu y penser avant de l'y installer. Il a changé de ton. Il est redevenu doux, comme à l'époque où je le reconnaissais encore. Sophie, tu n'as pas besoin de ce stress. Non, ai-je dit. C'est toi qui n'en as pas besoin. Mais tu as toi-même créé cette situation. Et j'ai raccroché. 2 jours plus tard, Brigitte m'a appelé. Elle n'a pas écrit cette fois. Elle a téléphoné. Elle pleurait. « Tu détruis notre vie » sanglotait-elle. « Tu nous humilies. S'il te plaît, Sophie, comporte-toi comme une vraie femme. » Je suis restée silencieuse un instant. Être une femme, ai-je dit calmement, c'est connaître sa valeur. Et je ne vais plus jamais me réduire pour faire de la place à l'un de vous deux. Ensuite, je l'ai bloqué. À partir de ce moment-là, je n'ai plus dit un mot. C'est Monique et les documents légaux qui ont parlé pour moi. Marc et Brigitte ont engagé un avocat et tenté de contester le partage. En vain. Le juge a examiné l'acte de propriété, le crédit immobilier et a prononcé les mots magiques. Madame Lefebvre reste copropriétaire légale. Si les parties ne s'entendent pas pour un rachat privé, le bien devra être vendu. Monique m'a souri dans la salle d'audience. Je ne lui ai pas rendu son sourire. Je continuais d'observer. Je continuais d'attendre. La vengeance n'était pas encore achevée. Ils avaient encore les clés. Ils avaient encore la cuisine. Ils avaient encore le chauffage. Mais maintenant, ils avaient un délai. 60 jours pour racheter ma part ou partir. Et je savais déjà qu'ils ne feraient ni l'un ni l'autre. Brigitte n'avait pas d'emploi. Le salaire de Marc n'avait pas changé. Et à présent, s'ajoutaient à leurs prêts les frais juridiques. Un matin, en passant devant la maison, j'ai vu un panneau sur la pelouse. À vendre par le propriétaire. Ils essayaient d'éviter de passer par une agence pour économiser les frais et accélérer la vente. Mais le marché était rude et le karma n'offre pas de remise. Je me suis assise à ma table de cuisine, une nouvelle table, dans mon petit appartement en location, paisible et à moi, et j'ai allumé une bougie. Pas pour eux, pour moi.
parce qu'il ne s'agissait pas de destruction. Il s'agissait de reconstruction. Et ils allaient bientôt comprendre ce que ça faisait d'être effacé de quelque chose qu'on croyait posséder. Brigitte a commencé à publier des citations floues sur les réseaux sociaux. Certaines femmes ne savent pas lâcher prise. L'amertume ronge l'âme. Des commentaires passifs-agressifs, remplis de selfies posés et de larmes filtrées. Mais je ne cherchais pas la compassion. Je ne m'intéressais pas à son énergie de guérison. Ce n'était pas un combat spirituel. C'était une affaire juridique. À la 3e semaine, le panneau « À vendre » avait disparu de la pelouse. À sa place, une pancarte propre et professionnelle, avec le logo d'une agence immobilière, avait été installée. J'ai appris le nom de l'agent immobilier. Monique a passé quelques coups de fil. Nous n'avions pas l'intention de brader la maison. S'il la vendait, ce serait au prix du marché. Pas de magouille. Pas de vente arrangée avec un cousin de Brigitte ou un collègue de Marc. Tout devait se faire dans les règles. Ce qui signifiait, ils allaient devoir jouer selon les règles. Marc m'a de nouveau écrit. Cette fois, sans agressivité. Il faut qu'on parle de la préparation de la maison pour les visites. Je n'ai pas répondu. Il a réessayé. S'il te plaît, n'en parle à personne. Brigitte se sent très vulnérable. J'ai failli lui répondre. Elle ne se sentait pas vulnérable quand elle portait le t-shirt de mon mari en me traitant de pathétique. Mais j'ai simplement respiré profondément et transmis tout à Monique. C'est Monique qui a mené les négociations avec l'agent immobilier. Je n'avais plus besoin de franchir le seuil de cette maison, et c'était voulu. Qu'ils ressentent les murs se refermer sur eux. Qu'ils passent devant la chambre où j'ai dormi pendant 27 ans et qu'ils se demandent ce qu'ils ignoraient encore. Quand les visites ont commencé, leur couple se fissurait déjà. Brigitte a appelé l'agent en larmes, demandant s'il était possible de reporter les visites jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement. L'agent lui a rappelé poliment qu'il s'agissait d'une vente imposée par décision de justice. Pas un choix, une obligation. Ils ont dû garder la maison impeccable pour que des inconnus puissent venir admirer leur plan de travail. C'est par Damien que j'ai appris que Marc dormait désormais sur le canapé, qu'il se disputait sans cesse avec Brigitte, qu'il lui avait lancé « Voilà ce qui arrive quand on provoque une lionne ». Mais je n'étais pas une lionne. J'étais la propriétaire de cette maison, par droit et par loi. Ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé, ils n'avaient même pas compris à qui ils avaient affaire. Je n'étais pas le genre de femme à hurler ou à jeter des assiettes. J'étais celle qui signe les papiers d'une main ferme et attend tranquillement que la tempête qu'elle a semée fleurisse. La 5e semaine, une offre est arrivée. Plein tarif, sans condition. Les acheteurs, un jeune couple attendant leur premier enfant. Ils étaient tombés amoureux de la maison dès la première visite. Monique m'en a informé avant tout le monde. Ils voulaient une vente rapide. Clôture dans 2 semaines. J'ai dit « Parfait ». Ce jour-là, Marc m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas décroché. J'étais chez l'esthéticienne, en train de me faire les ongles couleur poussière de briques. J'ai aimé ce symbole. Plus tard dans la soirée, j'ai écouté sa messagerie. Premier message. Sophie, voyons. Ça ne nous touche pas que nous deux. Tu ne veux pas faire ça. Deuxième message. Tu vas vraiment laisser des étrangers entrer dans notre maison et tout effacer? Troisième message. Je sais que notre séparation a été difficile, mais là, c'est de la vengeance. Tu nous laisses sans rien. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Comme s'ils étaient désormais un tout. Comme si sa trahison était devenue une sorte de réalité officielle. Peut-être essayait-il de me faire comprendre que Brigitte, c'était du sérieux.
dans la pauvreté, comme dans la joie. Dommage pour eux que ce soit justement la pauvreté qu'ils aient héritée de moi. Le jour de la visite finale, Marc a dû quitter la maison pendant 4 heures. Je le sais par Monique. Ils avaient demandé un délai pour faire le ménage. Les nouveaux propriétaires avaient déjà fixé la date de leur déménagement. Il n'y avait plus de temps. Quand ils ont quitté cette maison, ils n'en étaient déjà plus les propriétaires. Ils étaient juste 2 étrangers avec des clés qui n'ouvraient de plus rien. Et moi, j'étais plus riche de 370 000 €. Marc a finalement rompu le silence en personne. Il est venu jusqu'à moi, dans mon nouvel appartement calme, 2 pièces avec vue sur un petit jardin, et a frappé, comme s'il avait encore le droit d'être là. J'ai ouvert, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il semblait plus petit, pas plus maigre, juste rétréci. Comme si tout le poids de ses mensonges lui était enfin tombé sur les épaules. « Je suis venu te demander quelque chose », a-t-il dit. J'ai croisé les bras. « Tu pourrais nous aider pour le dépôt de garantie d'un nouvel appartement ? Il nous manque une partie. » Je l'ai fixé. « Pardon ?» Il a levé les mains. « Je sais que ça sonne mal, mais on ne pensait pas que tu irais aussi loin. On croyait que... Vous pensiez que je me tairais. » Ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête. « Tu n'as jamais été rancunière. » « Je ne suis pas rancunière. » Ai-je dit. « Je suis stratégique. Ce n'est pas pareil. » Il se balançait d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Brigitte vit chez sa sœur. Moi, je suis dans un hôtel à Clichy. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. « C'est toi qui as mis fin à tout ça, » lui ai-je rappelé. « C'est toi qui as fait ce choix. Tu l'as installé dans ma maison alors que l'encre du divorce n'était même pas sèche. Et il a quand même osé paraître blessé. On était amoureux. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. Et l'amour, sûrement, n'envoie pas une lettre sur du papier rose pour me dire de prendre rendez-vous pour récupérer mes affaires comme si j'étais une étrangère. » Il a baissé les yeux vers le sol. Je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte. « Tu ne t'es pas contenté de me remplacer, Marc. Tu m'as effacé. Alors j'ai fait pareil. » Il est resté là une seconde, puis a lentement hoché la tête. Pas de dispute, pas de cri, juste le silence. Ce genre de silence qui arrive après une vraie défaite. Quand il est parti, je n'ai pas fermé la porte tout de suite. Je l'ai regardé s'éloigner. Je me suis rappelé combien de fois je m'étais tue pour ne pas l'éclipser. Chaque fois où j'avais ravalé mes mots pour lui éviter d'avoir honte. Les nuits où je pleurais dans notre maison pendant qu'il était soi-disant encore au travail. Et j'ai souri. Parce que parfois, la justice n'arrive pas avec des sirènes ou des applaudissements. Parfois, elle arrive avec une simple signature sur le bon document et le bruit sourd d'un homme qui comprend qu'il a tout misé sur quelqu'un qui n'a même pas lu les petites lignes. Qu'il se débrouille maintenant pour savoir où aller. Parce que moi, je savais déjà où j'allais. Une semaine après la finalisation de la vente, la maison que j'avais contribué à bâtir est devenue un nouveau départ pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis même pas repassée devant. Monique m'a proposé de déjeuner pour fêter ça, et nous l'avons fait. Autour d'un plat de poisson grillé et de choux braisés, elle a levé son verre de vin et dit « Tu as fait ce dont la plupart des gens ne font que rêver. Tu leur as fait ressentir ce qu'ils t'ont fait vivre, l'impuissance. » J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je savais, ce n'était pas que pour la vengeance. C'était pour me reconstruire, pour retrouver la paix, pour fermer un chapitre, et pour être honnête, un peu pour la vengeance aussi. Marc et Brigitte
ont officiellement quitté la maison 2 jours avant la signature finale. L'agent immobilier a dit à Monique qu'ils avaient à laisser la maison propre, mais glaciale, comme une chambre d'hôtel après le départ. Je pouvais parfaitement l'imaginer. Brigitte soufflant bruyamment, en remettant les coussins en place, marmonnant des insultes dans sa barbe. Marc traînant les pieds dans les pièces en maugréant sur les avocats, les papiers et moi. Il pensait que j'étais mesquine. Mais ce n'est pas moi qui ai franchi la première ligne. C'est lui. Le jour où il l'a installé dans ma maison, comme si je n'avais jamais existé. Le lendemain soir, Damien m'a appelé. « Maman » dit-il d'une voix hésitante. « Papa ne va pas bien. » Je suis restée silencieuse. Il vit chez un ami. Il dit que son dossier bancaire est fichu. Il dit que Brigitte le tient pour responsable de tout. Elle a bien raison. Ai-je simplement répondu. Il l'a laissé jouer à la reine dans un château qui ne lui appartenait même pas. Damien a poussé un long soupir. Je ne veux pas prendre parti. Tu l'as déjà fait, ai-je dit doucement. Le jour où tu as gardé le silence pendant qu'il me traitait comme une ombre. Il n'a rien répondu. Il a seulement murmuré « Pardon ». Je n'avais pas besoin qu'il s'excuse en larmes. J'avais besoin qu'il comprenne à quel point tout cela allait loin. Pas seulement envers moi, mais envers l'idée même de famille, de loyauté, de respect. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un message de Brigitte. Il commençait, comme toujours, par un ton faussement poli. « Sophie, je sais que nous avons eu des différends. » Puis, elle expliquait qu'il cherchait un nouveau logement, mais qu'il n'arrivait pas à en trouver. Elle me demandait si je pouvais leur prêter une partie de l'argent de la vente de la maison pour les aider à se remettre sur pied. Et elle osait ajouter « Après tout, tu en as sûrement moins besoin que nous. » Je suis restée longtemps à fixer l'écran, clignant lentement des yeux. Puis, j'ai appuyé sur « Supprimer ». Pas de réponse, pas d'implication, aucune réaction. Ce silence-là faisait plus de bruit que n'importe quel mot. Monique m'a dit qu'il finirait probablement dans un appartement en location. Une chute de standing, ce qu'elle trouvait presque poétique, puisqu'il m'avait traité comme une chute de standing, moi aussi. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un calme presque total. J'ai trouvé un poste à temps partiel à la médiathèque municipale pour garder l'esprit actif. Le travail était calme, respectueux, entouré de récits. Parfait. J'avais enfin mon propre logement. Petit, rien d'exceptionnel, mais à moi. Entièrement à moi. Sans copropriété. Sans attente d'approbation. Sans deuxième brosse à dents dans la salle de bain. Juste de l'espace, de la solitude et de la guérison. Un jour, alors que je rangeais des livres sur les étagères, une femme d'une quarantaine d'années est venue vers moi. Elle m'a reconnue. Nous fréquentions autrefois la même paroisse. Elle m'a dit « Sophie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je voulais juste te dire, tu as traversé ça avec beaucoup de dignité. » Je l'ai remerciée, mais elle s'est penchée vers moi et a murmuré « et avec une sacrée force ». Ces mots sont restés en moi. Force. Je n'avais jamais pensé à moi-même en ces termes. Mais sans doute faut-il une forme particulière de courage pour tout perdre et construire quelque chose de meilleur. Un courage silencieux, intentionnel, sans demander la permission ni la reconnaissance. Quelques jours plus tard, j'ai revu Marc. Pas par choix. Je faisais mes courses quand j'ai remarqué un homme assis sur un banc devant la pharmacie. Il avait l'air épuisé, les cheveux en bataille, la chemise froissée. Il m'a fallu une seconde pour comprendre que c'était lui. Il m'a vu, s'est levé brusquement. « Sophie, bonjour. » J'ai hoché la tête sans m'arrêter. Il m'a suivi jusqu'à la voiture.
« Je ne veux pas me disputer, dit-il. Je voulais juste parler. » Je me suis arrêtée. « Parler de quoi, Marc ?» Il s'est balancé d'un pied sur l'autre. « Je ne pensais pas que tu serais capable de faire tout ça. » J'ai haussé un sourcil. Le tribunal, la maison, tout ça. Je me suis appuyée contre la portière, les bras croisés. « Tu pensais que j'étais trop faible pour me défendre ?» Il a passé une main sur son visage. « Non. Je pensais que tu étais trop fatigué. » Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Parce que, sur ce point, il avait raison. J'étais fatiguée. Fatiguée d'être ignorée. Fatiguée d'être le décor dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais j'ai compris alors. Être fatiguée ne veut pas dire être brisée. « Eh bien, ai-je dit calmement, il semble que tu t'es trompé. » Il a esquissé un sourire amer. Brigitte est partie. Je suis restée figée une seconde. Déjà? Elle a dit que je l'avais couverte de honte, qu'elle avait tout sacrifié pour un homme incapable de lui offrir même un toit. Et elle a tort? Ai-je demandé? Il n'a rien répondu. Je l'ai regardé encore une seconde, puis j'ai ouvert la portière de ma voiture. Bonne chance, Marc. Il a tendu la main, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais j'étais déjà en train de m'installer derrière le volant. Je ne lui devais plus rien. Ni mots, ni explication. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert le classeur que Monique m'avait remis quelques semaines plus tôt. À l'intérieur, tous les documents. Acte de vente, transfert de propriété, relevé final de la transaction. Et quelque chose d'autre, un petit mot manuscrit de sa part. Tu n'as pas seulement récupéré ton argent, tu as récupéré ta valeur. J'ai plié le mot et l'ai rangé dans un tiroir. Puis, je me suis servi un verre de vin, j'ai allumé une bougie et mis la radio. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais ni attente, ni deuil, ni attachement. Je vivais, et le silence autour de moi n'était plus une solitude. C'était la liberté. Environ 2 mois après avoir croisé Marc devant la pharmacie, j'ai reçu une lettre. Pas d'expéditeur au dos, mais j'ai tout de suite reconnu l'écriture. Penchée, pressée, ornée de petites boucles. Exactement la même que sur le papier rose de cette première lettre ridicule. Celle où Brigitte me demandait de prendre rendez-vous pour venir chercher mes affaires. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tranquille. Je savais déjà que ce ne seraient pas des excuses. Et j'avais raison. Brigitte n'est pas du genre à s'excuser. C'était une tentative de me faire culpabiliser, une plainte déguisée en fausse politesse. Une de ces lettres qui disent « Oui, tu as gagné, mais regarde ce que tu as fait. » Elle écrivait que j'avais détruit 2 vies, brisé leur avenir, comme si je n'avais fait que reprendre ce qui m'appartenait de droit. Vers la fin, elle avait griffonné « J'espère que ça en valait la peine. » J'ai plié la lettre avec soin et l'ai glissée sous le dessous de verre sur ma table à manger. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. Je n'ai même pas juré intérieurement. Parce que oui, ça en valait la peine. Chaque seconde de silence, chaque signature, chaque larme que je ne leur ai pas laissé voir. Plus tard dans la semaine, Damien m'a invité à dîner. Ces derniers temps, il cherchait de plus en plus à retisser des liens. Je voyais dans son regard que le voile commençait à se lever. Peut-être voyait-il enfin Marc et Brigitte sans illusion. Je ne lui en voulais plus pour son silence. Non pas qu'il n'y ait pas eu de douleur, mais parce que m'y accrocher, c'était continuer à porter ce fardeau. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant près du port. Rien de prétentieux, mais chaleureux, comme un foyer. Il ressemblait encore à ce petit garçon à qui je lisais des histoires le soir. Mais il avait désormais le visage d'un homme
et des yeux pleins de remords. Après avoir commandé, il triturait nerveusement le bord de sa serviette. « Je voulais te dire merci », a-t-il dit. « Merci ? Pourquoi ? » De ne pas l'avoir laissé s'en sortir sans conséquence. Je l'ai regardé un instant. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que ces mots étaient attendus depuis si longtemps. Je ne savais pas comment l'arrêter, a-t-il avoué. Mais toi, tu l'as fait. Tu n'as pas seulement perdu un mari, tu as perdu ta dignité dans ce mariage et tu l'as récupérée à tes conditions. J'ai eu envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement inspiré profondément et dit « Je n'ai pas fait ça pour le punir, mon chéri. Je l'ai fait pour pouvoir respirer de nouveau, pour que la prochaine femme, une comme moi, ne se sente plus obligée de disparaître juste parce que quelqu'un lui dit qu'elle n'est pas assez bien. » Il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. « J'ai une chambre d'amis, » a-t-il dit. « Tu peux venir habiter chez moi quand tu veux. On te trouvera une nouvelle maison, une meilleure, rien qu'à toi. » J'ai souri, mais j'ai secoué doucement la tête. « J'ai déjà trouvé quelque chose de mieux ?» ai-je répondu. « La paix. » Une semaine plus tard, je me retrouvais dans la salle polyvalente d'un centre pour femmes. Monique m'y avait inscrite comme intervenante, sans même me demander. Typique de Monique. « Raconte simplement ton histoire », m'a-t-elle dit. « Tu serais surprise de voir combien de femmes ont besoin de l'entendre. » Au début, je n'en avais pas envie. Je ne suis pas une conférencière charismatique. Je suis juste une femme qui a traversé l'humiliation et la trahison. Mais quand j'ai balayé la salle du regard et vu les yeux fatigués, les bras croisés, les sourires forcés, j'ai vu mon propre reflet. Pas la nouvelle moi, pas la femme assise dans la paix et la sérénité, mais celle que j'étais autrefois, Sophie, qui pleurait dans son oreiller quand personne ne regardait. Celle qui croyait que le silence était une forme de force. Je me suis levée et j'ai tout raconté. Pas seulement Marc, Brigitte et le tribunal. J'ai parlé des soirs passés à dîner seule dans une maison que j'avais payée moi-même. Des regards pleins de jugement, comme si j'étais l'ex incapable de tourner la page. De la façon dont le silence peut devenir une prison quand plus personne ne vous entend. Et ensuite, j'ai raconté comment j'en étais sortie. Pas par la rage, pas par des supplications, pas avec des cris ou des larmes, mais par la conscience du temps, par la stratégie et par la valeur d'une seule signature bien placée. Quand j'ai terminé, une femme s'est approchée de moi, m'a prise dans ses bras et m'a murmuré les larmes aux yeux. « Tu m'as rappelé qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. » Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai sorti un nouveau carnet. Pas celui où j'écrivais autrefois des lettres à mon cœur brisé. Un tout nouveau, propre. Et sur la première page, j'ai écrit « Ce n'est pas un second chapitre, c'est un tout nouveau livre. » Le lendemain matin, Monique m'a appelée avec des nouvelles. Le couple qui avait acheté mon ancienne maison s'était enfin installé. Un jeune couple qui attendait leur premier enfant au printemps. Ils avaient transformé mon ancien bureau en chambre de bébé et mon vieux jardin en potager. Maintenant, ça ressemble enfin à un vrai foyer, m'a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai souri. Cette maison méritait d'être aimée. Elle méritait d'entendre des rires à nouveau. Elle méritait de la chaleur, la vraie, pas celle forcée. Quant à Marc, la dernière chose que j'ai apprise sur lui, c'est qu'il vivait dans un immeuble quelconque, partageant un appartement avec un colocataire qui lui faisait payer pour utiliser la machine à laver. Et Brigitte, elle avait disparu des réseaux sociaux. Certains disaient qu'elle était retournée dans les Ardennes. D'autres, qu'elle travaillait à mi-temps dans une boutique, racontant à qui voulait bien l'entendre
qu'elle avait autrefois vécu dans une grande maison. Moi, je m'en moquais, parce que le jour où ils ont décidé que je n'étais plus qu'un vide, le jour où ils l'ont installé chez moi et m'ont transformé en note de bas de page dans leur histoire, ce jour-là, ils m'ont eux-mêmes tendu l'allumette. Et je me suis simplement contentée de la gratter. Aujourd'hui, je suis assise dans ma cuisine, entièrement à moi. Aucun pas étranger. Juste moi, ma tasse de thé et le silence d'une vie reconstruite à partir des cendres. Sur la tasse, il est écrit « Paisible et indépendante ». Un cadeau de Monique, et je ris à chaque gorgée. Je ne pense plus à ce que j'ai perdu. Je pense à ce que j'ai récupéré. Ma dignité, ma voix, mon fichu nom. Et le plus beau dans tout ça, je l'ai fait sans crier. Car le silence n'est pas toujours une reddition. Parfois, c'est un avertissement. Et parfois, c'est le début d'une guerre. Certains pensent que l'histoire s'arrête une fois que tu as gagné. Quand les papiers sont signés, que la vente est conclue, et que ceux qui ne t'ont jamais respecté emballent leurs affaires et disparaissent. Ils croient que c'est la fin. La vengeance est consommée. L'ordre est rétabli. Rideau. Mais la vie continue. Et parfois, la partie la plus puissante de ton histoire commence précisément au moment où tout le monde pense que tu as disparu. C'est ce qui m'est arrivé. Quand Marc et Brigitte ont quitté ma vie, lui, dans une location minable aux murs trop fins, elle, dans un coin obscur d'une ville où personne ne connaissait son prénom. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas marché tête haute comme une reine triomphante. J'ai simplement expiré. Un souffle retenu si longtemps que mes poumons en étaient douloureux. J'ai pris l'argent de la vente. Un peu plus de 360 000 € après impôts et frais. Et je ne l'ai pas dépensé en luxe. Je n'ai pas acheté de voiture de sport. Je ne suis pas partie à Bali. J'ai fait ce qu'une femme sous-estimée doit faire. Je me suis assise avec Monique et j'ai tracé un plan. Nous avons consulté une experte en finance, une femme aux boucles naturelles, aux boucles d'oreilles en perles et au regard acéré comme une lame. Elle a examiné mes comptes, posé les bonnes questions, puis a dit « Faisons en sorte que cet argent survive à la trahison. » J'ai souri. C'est exactement ce que je voulais. J'ai investi la moitié. J'ai acheté un appartement, petit mais moderne. Uniquement à mon nom. Sans co-emprunteur. Sans partage. Chaque interrupteur, chaque boîte aux lettres m'appartenait. Et j'ai disparu. Pas avec fracas ou mise en scène. Mais socialement, émotionnellement, numériquement. J'ai supprimé tous mes comptes. J'ai arrêté de fréquenter cette église où les murmures derrière mon dos s'accrochaient à moi comme un parfum rance. J'ai laissé les gens se demander ce que j'étais devenue. Brisée ou simplement partie. Je suis partie. À plus de 2000 kilomètres de là. Dans une petite ville tranquille du nord de la France. Loin du tumulte, loin des souvenirs. Loin de tous ceux qui auraient pu encore me désigner comme l'ex-femme de Marc. Ici, on m'appelle Madame Lefebvre, la dame qui aide au refuge animalier, qui cuisine trop de pain à la banane, qui plante des œillets d'Inde et chante de vieilles chansons sur son perron. Personne ne sait que j'ai jadis pleuré chaque nuit dans une maison que je possédais légalement, mais qui m'avait été volée émotionnellement. Personne ne sait que mon silence d'autrefois nourrissait l'ego de quelqu'un d'autre. Et ça me plaît comme ça. De temps en temps, je reçois des lettres d'anciennes connaissances. Celles qui jadis me plaignaient veulent soudainement prendre de mes nouvelles. Parfois, ce sont des femmes traversant quelque chose de similaire, qui demandent un conseil. Parfois, ce ne sont que des ragots déguisés en compassion. Un jour, j'ai reçu une lettre de Marc. C'était en automne. L'objet du message était simple.
Pardon. Je ne l'ai même pas ouverte. Supprimée immédiatement. Car parfois, le silence est la réponse ultime, celle qui ferme une porte à jamais. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Un soir, assise sur ma véranda, à contempler mon nouveau jardin, je me suis dit que je n'avais pas encore tout planté. Pas seulement des fleurs, mais quelque chose de plus grand, de durable. J'ai pris une partie de l'argent de la vente, 50 000 €, et je l'ai donné anonymement à une fondation locale d'aide juridique pour les femmes. Aucune plaque, aucune annonce. Juste un virement bancaire et un mot. Pour les femmes qui ne savent pas encore qu'elles ont le droit de se défendre. Plus tard, dans la newsletter du fonds, j'ai lu que grâce à ce don, 3 femmes avaient pu quitter des partenaires violents, et 2 d'entre elles avaient entamé des procédures qui avaient changé leur vie. Voilà ce que j'appelle un véritable héritage. Pas seulement survivre à la tempête, mais allumer une torche pour celles qui sont encore dans l'obscurité. Je ne raconte pas tout aux gens. Ils ne connaissent pas les détails. Ils ne savent rien du papier rose, du tribunal, ni du visage de Marc lorsqu'il a compris que je ne bluffais pas. Mais parfois, assise à ma table de cuisine, baignée par la lumière du soleil, une tasse de thé chaud entre les mains, j'écris tout cela. Pas pour les autres. Pour moi. Pour me rappeler qui j'étais quand j'ai traversé le feu et que j'en suis sortie intacte. Tu vois, Marc n'a pas seulement perdu une épouse. Il a perdu l'accès à ma loyauté, à ma tendresse, à mon silence. Et Brigitte, elle n'a pas seulement perdu une maison. Elle a perdu l'illusion qu'on peut construire son bonheur sur les cendres d'autrui sans se brûler. Ils ont tous deux appris une leçon que bien peu voient venir. Ne crois jamais que les silencieuses sont faibles. Ne crois jamais que les polis ignorent comment te démolir par voie légale. Ne crois jamais qu'une femme trahie n'a plus rien. Parfois, elle attend juste le bon moment. Et quand ce moment arrive, elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle ne se retourne même pas. Elle part avec le fruit de ses droits. Et toi, tu restes sans toi. Et surtout, sans paix. Alors aujourd'hui, quand je bois lentement mon thé dans une tasse marquée, paisible et indépendante, je savoure chaque gorgée. Parce que je l'ai mérité. Et je veux que cela dure toute une vie.